chères auditrices, chers auditeurs du Camp de Base, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série. Après les rivières, j'ai accompagné cette année les étudiants en M2 Communication et Culture Scientifique à l'Université Grenoble-Alpes dans la réalisation et la production d'une série en 4 épisodes sur les forêts alpines. Merci à elles et eux pour leur participation et leurs magnifiques épisodes que vous pourrez écouter cette semaine du lundi au jeudi sur le fil du podcast. À très vite dans le Camp de Base, rencontre au sommet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de notre série consacrée aux forêts alpines. Nous sommes en compagnie d'Hugo, Alex et Véronica. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver pour explorer ensemble un sujet qui nous touche tous, que nous en soyons conscients ou non. Aujourd'hui, nous avons souhaité élargir notre sujet et regarder qui s'intéresse aux forêts et pourquoi. Comment les différents acteurs s'imaginent la forêt et quels sont les débats autour de ces espaces. Alors que la forêt alpine est un milieu qui implique de nombreuses personnes aux intérêts divergents, voire opposés, il y a ceux qui vivent de la forêt, qui la gèrent, qui l'étudient, qui l'utilisent pour leurs loisirs, et chacun a sa vision et son idée. Ces discussions façonnent notre perception collective et individuelle de ce que devrait être la forêt. Elles constituent la base des mécanismes de médiation, qui sont ensuite diffusés auprès du grand public et influencent directement les pratiques forestières. Aujourd'hui, nous allons voir comment et qui parle de la forêt, et comment ces discussions façonnent concrètement la forêt de demain. Au programme d'aujourd'hui, un reportage sur le terrain, une interview d'un historien spécialiste de l'environnement, et pour finir, une brève littéraire. La forêt est en danger. C'est ce qu'on peut entendre ça et là quand on discute avec les professionnels ou les amateurs du secteur forestier. La forêt serait en crise. Mais finalement, de quelle crise on parle ? Est-ce que le constat est le même partout ? Pour notre premier reportage, on vous propose de partir avec nous dans la région de Thônes, en Savoie. Ici à Thônes, tout le monde profite de la vue de grandes forêts alpines. On peut y voir des cyprès, des épicéas, et ça offre des services autant pour la biodiversité que pour le tourisme. Différents professionnels parcourent ces chemins, et nous avons été à leur rencontre pour parler des défis des forêts alpines dans l'avenir. On a d'abord demandé à Gaël, responsable de l'unité territoriale des Aravis à l'Office national des forêts, un métier au cœur de la gestion publique de ces espaces. Le point de départ, c'est l'acceptation des actions qu'on met en œuvre en forêt. Avec l'acceptabilité. Donc c'était un terme qui était employé à l'époque, maintenant on parle plus de dialogue, mais le point de départ c'est ça, l'acceptabilité des coupes de bois, des travaux, de toutes les actions, parce que pourquoi il y a une coupe de bois, pourquoi il y a une coupe rase, ça dégrade le chemin, il y a le randonneur qui passe, qui n'est pas content, quand on voit un courrier. Maintenant avec internet en plus ça le diffuse à vitesse grand V. Et on se confrontait assez régulièrement à des questionnements, mais encore plus à des polémiques. Quand il nous parlait de son travail en forêt, Gaël en est vite arrivé à mentionner les problèmes qui se posent actuellement. En l'écoutant, on pourrait penser que les forêts sont sur le point de disparaître. Pourtant, nous savons que la France n'a jamais été aussi boisée qu'aujourd'hui. Mais le discours de Gaël n'a rien de paradoxal. Il révèle juste l'imaginaire de ce que doit être une forêt, selon l'ONF. Ce n'est pas tant la surface boisée qui compte, que ce qu'on peut y faire. Et cela ne signifie pas pour autant qu'elles ne sont pas menacées. En fait, tout dépend de ce qu'on met en avant dans le discours. Nicolas, directeur de l'écomusée du bois et de la forêt de Thônes, mentionne un autre aspect qui pose problème dans le monde forestier. Il nous reçoit dans cette ancienne scierie devenue un lieu de patrimoine. Il nous explique que beaucoup de lieux comme celui-ci ont fermé au cours du temps, ce qui a fait disparaître la filière bois dans beaucoup d'endroits. Il y a plus 60 scieries dans le coin, il n'y en a plus qu'une, professionnelle, à la Clusaz, au milieu de la station de ski. C'est-à-dire que le bois local, il coûte cher parce qu'il faut aller l'exploiter, aller le chercher. Il y a le morcellement du privé, la desserte, vous en avez un peu parlé. Donc un bois que vous voyez depuis votre fenêtre chez vous va vous coûter plus cher qu'un bois qui viendra de Finlande, de Suisse ou d'Autriche. Ça, c'est une réalité. Une réalité qui impacte drastiquement l'économie locale. Pour la commune de Thônes, les ressources du bois pouvaient représenter jusqu'à 80% des revenus. Aujourd'hui, le fait d'avoir à couper le bois, un métier vu comme dangereux, et son transport, ça n'attire plus.
Aujourd'hui, l'exploitation forestière ne représente pas plus que 2 ou 3% du budget communal. Mais les forêts de la France métropolitaine n'appartiennent pas qu'au pouvoir public. En réalité, la majorité appartient à des propriétaires privés qui ont eux aussi leurs intérêts spécifiques. Mais il n'y a pas une seule surface de forêt en France, à ma connaissance, qui n'appartient pas à quelqu'un. Lauriane est cadre au Centre national de la propriété forestière, l'équivalent de l'Office national des forêts pour la gestion des forêts privées. Avec son collègue Pascal, ils connaissent bien le sujet. Ils sont en contact avec les propriétaires forestiers privés dans leur travail. L'objectif est de travailler juste ce qu'il faut, la forêt, pour qu'elle ait l'air naturel, alors qu'on l'a façonnée pour nos usages. Mais en fait, rien n'est naturel dans notre monde, c'est aussi ça qu'il faut essayer d'imaginer. On n'aurait pas de bois dans un espace entièrement naturel, en quantité qui nous irait. On n'aurait pas tous les autres services. Tu te promènerais, tu aurais des arbres qui te tomberaient sur la tête, tu n'aurais pas de sentier de randonnée. Tout ça, c'est des questions de paradigme et de questionnement. Qu'est-ce qu'on veut en fait ? Est-ce qu'on veut une forêt entièrement naturelle ou est-ce qu'on veut une forêt qui continue à produire des services ? Aujourd'hui, la société, elle est un peu partagée. À la Haute-Savoie, on a à peu près, pas tout à fait 200 000 hectares de forêt, 180 000. Il y en a plutôt 120 000 qui appartiennent à de la forêt privée, avec la complexité que sur ces 120 000 hectares, on a quasiment 120 000 propriétaires. En moyenne, 1 hectare par propriétaire. La fragmentation de la forêt et le nombre considérable de personnes impliquées, dont beaucoup ne savent même pas qu'elles le sont, conduisent à des points de vue radicalement différents parmi ces propriétaires, qui tranchent avec la conception assez répandue d'une forêt qui appartiendrait à tout le monde. Pour les acteurs du CNPF, la forêt est donc imaginée autant comme un cadastre qu'un espace naturel. Le discours de Lauriane est sans équivoque. La forêt est un espace qui a l'air naturel, mais qui est toujours géré d'une manière ou d'une autre pour rendre des services à l'humain. Production de bois, randonnée, et pour les zones comme les Aravis, le tourisme. La forêt est un espace façonné par l'homme pour servir des besoins des hommes. Mais les hommes ne veulent pas tous la même chose pour l'avenir, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents. Prenons l'exemple du tourisme. Dans les stations de ski, la préservation des forêts face à l'aménagement n'est pas une question qui peut facilement se régler en mettant tout le monde d'accord. Le tourisme de masse entretient beaucoup d'emplois localement, mais semble de moins en moins compatible avec les objectifs de préservation de la biodiversité. Ici, on entend plusieurs imaginaires de la forêt alpine qui sont en concurrence. Une vision récréative et touristique qui a du mal à cohabiter avec la vision des éleveurs qui produisent notamment le lait, l'autre moteur financier local. Et face à cela, des visions qui essayent d'intégrer le bien-être animal et la biodiversité dans la gestion des forêts alpines. Face aux tensions que ça peut provoquer, le travail de médiation devient essentiel. Pascal l'explique bien. Pour faire de la sylviculture, j'ai dû faire beaucoup et énormément de médiation. C'est-à-dire rencontrer les gens, les mettre d'accord pour mettre des projets en commun. Mon cœur de métier, ça n'a pas été de faire savoir reconnaître des arbres, savoir qu'est-ce qu'il faut planter, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On gère aussi énormément d'humains. Et ça, c'est mon organisme, donc le Centre national de la propriété forestière. En forêt privée, il y a d'autres acteurs économiques, c'est à la fois les coopératives forestières, les gestionnaires forestiers indépendants, les experts, qui eux, ont ce rôle économique. Nous, on est vraiment là, on est un établissement où on fait, entre guillemets, plus de médiation que de forêt. Si ça semble difficile d'avancer malgré des points de vue très différents, on ne part pas de rien. Chaque organisme qu'on a évoqué sont autant de professionnels qui permettent de déployer des politiques publiques dans les forêts et donc d'être des relais de terrain pour l'avenir qu'on voudrait leur donner. Gaël de l'Office national des forêts propose cette méthode. On écoute et on s'adapte. Voilà. C'est une espèce de dialogue. On n'est pas toujours d'accord, c'est normal. Il faut le concevoir. C'est la vie, c'est comme ça. Enfin, l'objectif, c'est vraiment pour ce qui me concerne, c'est créer du lien. C'est d'échanger. C'est la première étape. Et retour en plateau, on est en duplex avec Raphaël Lachelot, historien de l'environnement, interviewé par Véronica. Raphaël, dans le reportage, on voyait cette vision contemporaine de la forêt comme un espace de nature et de loisirs. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Comment les représentations de la forêt ont évolué ?
Les représentations qu'on a de la forêt, elles changent et elles évoluent à travers le temps. Par exemple, au 19e, pour la plupart de la population, la majorité de la population française est alors rurale, la forêt, c'est une ressource et c'est un espace de travail. C'est là où on va chercher son bois pour se chauffer, pour cuire ses aliments. C'est là où on va trouver des ressources alimentaires, par exemple par le biais de la chasse ou de la cueillette. Donc c'est avant tout un espace de labeur. Et cette vision-là, plus nos sociétés s'urbanisent, plus elle disparaît. Et elle disparaît au profit d'autres visions, et notamment la vision de la forêt comme un paysage. Plus on est urbain, plus on est éloigné des pratiques qu'on peut mener en forêt. Et en plus, il se trouve que au cours du XXe siècle, les pratiques de tourisme se sont développées et la forêt, elle est devenue avant tout un paysage qu'on admire de loin ou de l'intérieur. Et là, ce qui va être important, c'est les activités qu'on y mène. Voilà, les paysages qu'on va y trouver, la lumière en intérieur de forêt, les sons, tout ce qui a trait aussi à la sensorialité. Ensuite, il y a aussi une vision très écosystémique qu'on a vu apparaître au cours du XXe siècle, notamment par le biais des naturalistes et des scientifiques, de considérer la forêt comme un écosystème. Donc là, un ensemble d'espèces, qu'elles soient de la flore ou de la faune. Il y a une autre vision qu'on a vu apparaître au XXe siècle, c'est celle de la forêt comme un écosystème, un espace où faune et flore interagissent, un espace riche par sa diversité, par sa biodiversité, et qu'il faut préserver à cet égard. Et puis je rajouterai une quatrième évolution qui finalement est le résultat des trois précédentes, c'est celle de voir la forêt comme un socio-écosystème, ou en tout cas un espace d'interaction entre la société humaine et les écosystèmes forestiers. Et ça, c'est la vision que l'on utilise dans la recherche interdisciplinaire pour envisager les forêts au croisement d'enjeux économiques, sociaux, culturels, mais aussi écologiques. En tant qu'historien, tes recherches portent plutôt sur le passé. Est-ce que cela t'aide à pouvoir imaginer à quoi ressembleront les forêts dans plusieurs décennies, peut-être même un siècle? Alors, la plupart d'entre nous, quand on pense à la forêt, on va d'abord penser à un élément, voilà, à quelque chose de stable, d'immuable. Et ça, c'est bien caractérisé par cet idéal qu'on a de trouver des forêts primaires, de se dire est-ce qu'il existe encore des forêts primaires en Europe? C'est qu'on essaye de trouver la forêt qui correspond à notre idéal, une forêt qui n'aurait pas bougé depuis plusieurs milliers d'années. Or, nous, en tant qu'historiens, ce qu'on montre, c'est que la forêt, elle change en permanence. Sauf que les arbres, ils poussent doucement, donc nous, on ne se rend pas compte de ces changements à l'échelle du temps humain. Le temps de la forêt, il est beaucoup plus lent. Donc c'est pour ça qu'on a cette impression d'immuabilité, de stabilité. Mais si on pense le futur des forêts en fonction de cette stabilité, qui est une fausse représentation du passé des forêts, on risque de se cantonner dans des réflexions qui visent à maintenir l'existant. Or, ça reviendrait à figer des écosystèmes qui sont en réalité dynamiques. Et nos collègues écologues montrent qu'une forêt, c'est avant tout des cycles, une succession de cycles forestiers qui, chacun, vont vont favoriser un type de biodiversité ou un autre, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore. Et dans le cadre d'un programme de recherche national, qui s'appelle le PEPR Forest, on est un petit groupe d'historiens, d'archéologues et de chercheurs en prospective qui allons justement essayer de comprendre comment la connaissance historique, de savoir que les forêts sont en changement permanent, parce que si vous revenez il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, vous n'allez jamais voir le même paysage, et bien que comprendre ça permet d'ouvrir justement les réflexions prospectives en prenant en compte la forêt pour ce qu'elle est, avant tout un écosystème dynamique, et que sans prendre en compte ce passé, on se ferme un petit peu le champ des possibles quant au futur des forêts. Tu es un chercheur qui aime être présent sur le terrain et rencontrer les acteurs forestiers. Avec les chaires forêts alpines en transition, qu'est-ce que ça apporte à tes travaux? Nous, au sein de la chaire forêt alpine en transition, c'est quelque chose qui nous semble fondamental. Parce qu'en fait, il y a énormément de connaissances qui existent sur les forêts. Et bien sûr, on s'alimente de ces connaissances, qu'elles soient scientifiques, techniques ou autres. Mais tant qu'on ne va pas en forêt, il y a un morceau qui manque.
Par exemple, quand on va avoir une description d'une forêt communale, le fait de s'y rendre, on va beaucoup mieux comprendre ce qui se joue dans ces descriptions-là. On peut en plus faire l'expérience par nous-mêmes de cette forêt et l'expérience des pratiques qui existent. Donc faire l'expérience du travail forestier. Et là, on va pouvoir se rendre compte de plein de non-dits, plein de choses qui ne sont pas forcément publicisées. On va faire aussi l'expérience des pratiques récréatives en forêt. Et là, on peut se rendre compte des problématiques qui existent, qui ne sont pas forcément identifiées. Donc, aller sur le terrain, ça reste quelque chose de fondamental. C'est une de nos sources, c'est une des sources de compréhension qu'on a à notre disposition et qu'on n'hésite pas à utiliser. Et en plus, bon, c'est pas désagréable. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous une forêt alpine. Le craquement du sol sous les pas, la lumière filtrant entre les troncs, l'odeur de résine et de terre humide. La forêt, c'est un monde en soi. Et les livres peuvent être le meilleur moyen d'y entrer. On est parti avec Alex pour la chronique littéraire. Aujourd'hui, je vous propose 4 portes d'entrée, 4 façons d'habiter la forêt à travers la lecture. La première, c'est Parmi les arbres, d'Alexis Génie. Ce livre, l'auteur, qu'on connaît pour l'art français de la guerre, délaisse le fracas du monde pour écouter le bruissement du vivant. C'est un texte à la fois poétique et réflexif, un récit de promenade et de méditation. Génie s'interroge sur notre rapport à la nature, sur cette frontière ténue entre l'humain et le végétal. Lire Parmi les arbres, c'est accepter de ralentir, de s'émerveiller, de redécouvrir ce qui pousse autour de nous. On n'en ressort pas tout à fait le même. Vient ensuite Vivre la forêt, renouer avec le vivant, d'Éric Angenot. Là encore, il s'agit d'une immersion, mais plus ancrée dans l'expérience. Angenot, forestier et pédagogue, nous apprend à habiter la forêt plutôt qu'à la traverser. Il parle d'écoute, de respect, de symbiose. Ces mots sont simples, justes, et ils invitent à une forme d'écologie intime. Ce n'est pas un traité, c'est une rencontre entre l'arbre et l'homme, entre la nature et la conscience. Si ces 2 premiers livres ouvrent à la contemplation, Comprendre et protéger la forêt, d'Alexandra Loquet et Claire Marc, nous ramènent au concret, sans rien perdre de la poésie. C'est un ouvrage clair et illustré, idéal pour saisir les enjeux écologiques, comment les forêts régulent le climat, abritent la biodiversité, et comment, surtout, nous pouvons les préserver. Un livre qui donne les clés pour passer de l'émotion à l'action. Et pour finir, direction le terrain, les sentiers, les cimes. Arbres et arbustes du Parc national des Écrins, publié chez Glénat. Ce guide illustré est un véritable compagnon de randonnée. Il aide à reconnaître les essences locales, du pin sambro au sorbier des oiseleurs, avec des dessins précis et des textes clairs. C'est un livre à glisser dans le sac, à ouvrir en marchant, à consulter au détour d'un sentier. L'alliance parfaite entre émerveillement et savoir. 4 livres, 4 façons de vivre la forêt. Pour la contempler, la comprendre, la protéger, et pourquoi pas, la reconnaître lors de votre prochaine balade dans les écrins. Parce qu'en fin de compte, lire la forêt, c'est déjà commencer à l'écouter. Merci Alex, merci à toutes et tous. Il est temps de conclure cette émission. Alors, que retenir de tout ça finalement ? La forêt est un espace complexe sur le plan biologique, mais aussi sur le plan humain. Cet écosystème des acteurs forestiers montre une grande variété d'imaginaires et de discours qui façonnent leurs interactions entre eux et avec ce milieu. Il est donc important de briser certains stéréotypes et de combler les lacunes dans les connaissances du public sur ces territoires. L'introduction de figures intermédiaires ouvre de vastes possibilités d'échanges et d'opinions. L'introduction de figures intermédiaires ouvre de vastes possibilités d'échanges d'opinions et de compréhension mutuelle entre les personnes, quelle que soit leur relation avec la forêt. C'est par le dialogue qu'il est possible de dépasser les tensions et les incompréhensions entre ces visions de ces acteurs. C'est par le dialogue qu'il est possible de dépasser les tensions et les incompréhensions entre ces visions et ces acteurs si différents et de créer du lien pour imaginer ensemble la forêt de demain. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis tout au long de cette émission.